Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du choix des armes Venetian Sector, cette fois-ci avec deux invités, pour le prix d'un. On a Rémi et Louis qui sont avec nous. Comment ça va Rémi? Ça va très bien et toi? Mais super, et Louis? Écoute, ça va très bien aussi. Ravi d'être avec vous. Excellent. Bon, alors, on enregistre cet épisode, cette fois-ci c'est la bonne, il y a eu un loupé. On a loupé un premier enregistrement. Là maintenant, on est bon et ça me fait très plaisir, d'autant plus que c'est vraiment un superbe... deux superbes projets pour le coup, que vous avez mis en œuvre avec vos armées, et le tout en plus s'harmonise sur les photos qu'on voit défiler à l'écran à travers les batailles que vous avez déjà jouées pour la campagne Venetian Sector. Donc, pour situer un petit peu le décor, on est sur Taurinius, monde minier. Les tribiens de Bukhara qu'on voit à l'écran font office de défenseurs face à l'invasion Tau qui cherche à s'approprier les minerais de séluminium, les précieux minerais de séluminium de Taurinius. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez, en commençant peut-être par, honneur aux impériaux, en commençant par Rémi, nous présenter succinctement vos armées? Alors mon armée, il s'agit d'une armée de la garde impériale qui est basée sur des figurines de Talarn classique et qui est une armée, on va dire, d'inspiration bédouine. Donc c'est une armée qui vit dans le désert et qui est l'armée autochtone de Taurinius et qui, à travers un système de caste dont on pourra peut-être parler dans cette vidéo, contrôle les ressources de séluminium qui est, une fois raffiné, un carburant très important pour le maintien de la flotte en état dans le secteur Vénexian. Parfait. Et Louis, donc toi tu joues les taux avec le cadre des lunes jumelles, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une armée tau qui a été commencée en dehors du secteur vénexian, en fait, dans mon imaginaire, mais qui se retrouve maintenant donc sur Taurinius et qui a été chargée par le haut commandement Tau de tenir Taurinius, d'en contrôler les centres urbains et de s'approprier les productions et l'exploitation du minerai de séluminium pour aider la flotte d'invasion au Tau en fait. Voilà, donc une armée un peu moins locale que les impériaux, mais que j'ai essayé d'inscrire dans le Vénexian, et notamment en adjoignant des troupes locales recrutées au sein du bien suprême par la propagande Tau. D'accord, c'est parfait. Alors, je vais vous infliger un petit moment dont je sais que ce sera un peu gênant, au moins pour l'un de vous deux, mais je le fais une bonne fois pour toutes, parce que c'est nécessaire. Oui. C'est la petite séquence compliment. Voilà. Ce qu'il faut vous dire pour la petite histoire, qu'avec Rémi, nous étions au collège ensemble, donc on se connaît. Par conséquent, ça rend tous les compliments beaucoup plus gênants instantanément. Mais, en toute objectivité, ça se doit d'être dit. Vos photos de bataille sont absolument somptueuses. Honnêtement. Alors, à quoi ça tient, je pense? Les deux armées sont belles individuellement, certes. Le beau bleu électrique des taux, là, c'est vif, ça ressort bien, c'est superbe. Le schéma est simple, mais harmonieux, évocateur, ça marche très bien. Les tribiens, eux, on sent qu'ils sont vraiment enracinés dans leur décor, quoi, sur place, sur Taurinius. On est sur un thème bédouin, un thème désertique, un thème oriental. Ça marche à merveille. Bon. Mais alors là où ça prend une dimension encore supérieure, c'est sur la table de jeu, lorsque les deux armées s'affrontent. Parce que je trouve que la magie qui opère là, c'est que autant on sent à leur schéma de couleur que les tribiens sont, à domicile, tout simplement. Camouflage lié à l'environnement, etc. Tout au niveau des figurines elles-mêmes, etc. semble
vraiment parfaitement adapté à ce théâtre d'opération. Et par contraste, les taux, eux, avec leur bleu électrique, ressortent à merveille dans ce désert un peu jaune-orangé. Donc, chacune des deux armées se renforce un petit peu par leur thème, quoi. Voilà. D'autant plus qu'il y a un côté où le bleu des taux est vraiment complémentaire avec l'espèce d'orange du champ de bataille et les teintes de leurs ennemis. Et donc les couleurs complémentaires ont tendance à se renforcer mutuellement. Voilà, le désert est d'autant plus beau avec des figurines bleues sur la table, et ces figurines bleues ressortent d'autant plus et forment un ensemble d'autant plus flatteur pour l'œil. Voilà, quand on combine le tout, donc c'est juste somptueux. Un grand bravo pour ça. C'était concerté honnêtement les schémas de couleurs par rapport à ça, ou c'est un heureux hasard? Bien, pas vraiment en réalité, hein. Comme Louis l'a mentionné, il a commencé cette armée assez en amont de la campagne, peut-être une année ou deux, je pense. Et de mon côté, j'ai commencé l'armée en tant que projet, on va dire, unique. Et en réalité, en fait, nous avons fait quelques batailles avant le début de la campagne. Et ensuite, on a pu rejoindre la campagne quand elle a commencé, en inscrivant nos parties précédentes dans le background du secteur vénitien. Ouais, donc c'est plutôt un heureux hasard, quoi, la combinaison de tous les éléments qui est si jolie en fait, là, à travers les batailles qu'on voit défiler à l'écran. D'ailleurs, oui, le raccord a été fait assez habilement entre comment dirais-je, les parties que vous aviez entamées après la fin de la première campagne Venetian Sector, mais avant la seconde, où vous étiez parti sur un fluff, en tout cas un petit peu embryonnaire de bon, bah ça se passerait dans le désert d'Abu Ghamis ou quelque chose comme ça. Et tu m'as contacté, Rémi, pour faire la jonction avec la campagne Venetian Sector 2, tout en restant bien dans les jalons de ce qui est établi en termes de fluff, les planètes, etc. Et ensemble, on a décidé que au niveau du thème, il n'y avait aucun problème, tout concordait. Il fallait juste trouver un petit astre qui s'y prêterait bien. On a convenu que Taurinus, ce serait impeccable. Et Abu Ghamis resterait le nom que les autochtones donnent à Taurinus, ce qui reste parfaitement logique, puisque bon, on imagine bien quelques cartographes, probablement tarcusiens, un peu dans les hautes sphères, faire la cartographie spatiale du secteur et nommer les planètes, et que ça ne corresponde pas forcément au nom par lequel les premiers concernés désignent leur propre planète. Après tout, voilà, c'est suivant, même ici sur Terre, suivant la langue dans laquelle on s'exprime, les pays ont des noms différents, donc ça reste parfaitement cohérent, quoi. Et c'est vraiment une superbe participation, quoi, au sein de cette campagne. Donc les combats font rage pour le contrôle des mines de Céluminium. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du cours de la bataille? À quelle tournure ça prend? Vers quoi ça s'oriente jusque-là? Est-ce que les taux sont, comment dirais-je, victorieux dans leur invasion, ou est-ce que les tribiens tiennent bon? On en est où à ce stade? Je vais peut-être parler du point de vue des taux. Il y a quelque chose qui est un peu faux factuellement. La bataille ne fait plus rage pour les mines de Céluminium. Elles sont contrôlées totalement par les taux maintenant. C'est fini cette histoire. Je suis désolé, Rémi, mais les mines ont été prises par les taux, ainsi que les raffineries qui permettent d'exploiter le minerai. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que les taux ont la main mise sur la production de céluminium liquéfié sur Taurinus. Ouais, c'est exact. Le génie tactique des impériaux n'a pas prévalu jusqu'ici. Et pour l'instant, les tribiens de Bukhara, les impériaux autochtones d'Abu Ghamis ou de Taurinus sont retranchés dans le désert. Et
On estime que la bataille finale pour le contrôle des ressources de Seluminium et des déserts de Taurinus aura bientôt lieu. Oula, ouais, on s'approche du paroxysme des combats, donc. Parfait, parfait, enfin parfait. Pas forcément parfait pour les joueurs Ça. impériaux dans la campagne, mais enfin, c'est légitime, je dirais. Bon, on s'oriente vers ça. Ok, très bien. Si vous deviez choisir une unité emblématique de votre armée, un personnage ou une unité à part, laquelle ce serait pour chacun d'entre vous? On commence peut-être par... allez, encore une fois les impériaux, pour ne rien changer. Alors j'ai pu créer plusieurs personnages au cours de cette campagne sur Taurinus, et je pense que c'était vraiment un des aspects les plus plaisants. C'était au fur et à mesure des parties, on créait des personnages en fonction des événements, en fonction aussi du rythme de peinture, en fonction de la mort des précédents personnages, etc. On ramenait des nouveaux personnages, mais le personnage le plus, on va dire, emblématique des Triviens de Bukhara est Imer, le commandant Imer, qui est le chef de la tribu de Bukhara, le chef des Triviens de Bukhara, et qui, aidé de ses deux fils, Abou et Daoud, a vaillamment mené l'insurrection contre les Taux, mais s'est fait une fois, au cours d'une des parties que nous avons jouées, tué par son ennemi juré, dont Louis parlera peut-être, le glacier serein, et son homologue, le volcan fougueux, euh, est mort une fois, et puis malgré ses terribles blessures, a su se relever, et après un long passage dans le désert, en fait, il se trouvait que j'avais une figurine en double pour représenter Ymer, et donc je l'ai peint la première fois en noir et beige, comme le schéma, on va dire, officiel des Triviens de Bukhara, et je l'ai repeint une seconde fois en blanc pour représenter le fait qu'après une longue méditation à travers le désert, remise en question, etc., il soit revenu sur le champ de bataille pour mener à nouveau l'insurrection contre l'envahisseur. Donc, après son insurrection, nous l'avons appelé Ymer le René. C'est comme ça qu'il est devenu un personnage de légende dans cette campagne. Excellent. Complètement à la Gandalf le Blanc, en fait, finalement. L'inspiration venait peut-être du Seigneur des Anneaux avec Gandalf le Gris qui devient Gandalf le Blanc, en effet. Ouais, glorieux. C'est excellent. Et donc pour Louis, ce serait plutôt donc ce commandant glacier serein ou autre chose. Je veux juste aussi dire que c'est par cette renaissance d'Ymer qu'on a aussi appris que les Tribiens de Bukhara sont blonds, en fait. Ce qui n'est pas très intuitif au départ, mais c'est grâce à cette renaissance qu'on a eu à réaliser. On s'est rendu compte qu'ils étaient tous effet, blonds oui. sous leur turban noir. Parce que si on observe les Tribiens de Bukhara, en effet, ils portent tous un turban noir, qui est un des attraits particuliers de cette armée, parce qu'en effet, dans le système social d'Abu Ghamis, de Taurinus, que nous avons inventé, il y a les Tribiens de Bukhara qui, eux, ont le droit de porter un turban noir. Ils sont en fait la classe dominante sur les déserts de Taurinus, et qui règnent d'une main de fer sur les mines de Seluminium et les raffineries de Seluminium, mais ne travaillent pas eux-mêmes cette ressource. Ils ont en effet mis en servage ou en esclavage une caste inférieure de travailleurs qu'ils appellent les Borkers, et qui, à travers notre campagne, enfin Louis, je ne sais pas si tu veux en parler, sont devenus les auxiliaires, les aides, les collaborateurs de l'invasion Tau. Oui, bah ça va me permettre de revenir sur l'unité emblématique de mon armée Tau, en fait. Les Tau, de façon assez globale, c'est assez dur, je trouve, à adapter à un fluff spécifique. C'est une armée qui est quand même assez neutre, je trouve, en termes de fluff. Voilà, c'est un peu un peu des fourmis qui sont dirigées par leurs éthérés. Et voilà, leur seul truc, c'est de propager le bien suprême
avec le sourire. Mais, et du coup, c'est vrai que le glacier serein, qui est un commandant Tau, et son frère, le volcan impétueux, un autre commandant Tau, qui ont des caractères opposés, mais qui sont assez intéressants en eux-mêmes, mais ils ne sont pas finalement très spécifiques au Venexian Sector. Ils pourraient être un peu, ils sont dans cette armée de Tau, là, sur Taurinus, mais ils pourraient être ailleurs aussi. Mhm. Et ce qui fait que moi, j'ai toujours eu un peu ce manque par rapport à l'armée de Rémi. Et la seule manière que j'ai vue de la personnaliser, en fait, c'est d'intégrer des auxiliaires, comme les Tau savent si bien le faire, avec Kroot, Vespide, et puis d'autres races. C'est d'intégrer des auxiliaires Keshleva, humains, de Taurinus, les intégrer dans mon armée. Et ça m'a amené à créer donc une unité de ces bourcaires, donc ces esclaves qui ont été si longtemps maltraités et exploités par les tribiens de Burkara, qui ont vu dans les Tau, en fait, pas des envahisseurs, mais des libérateurs, finalement, et qui ont décidé de rejoindre le bien suprême. Et donc ça, c'est une unité que j'ai créée. Voilà. Et ça, c'est sans doute pour moi l'unité la plus emblématique de la campagne, puisque c'est la seule que j'ai faite qui est vraiment ancrée sur Taurinus. D'ailleurs, elle n'est pas soclée pareil que le reste de mon armée. c'est une unité qui restera sur Taurinus jamais. Alors attendez, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que les impériaux ne seraient pas, en fin de compte, unanimement les gentils de l'histoire. J'ai peur de comprendre. C'est un peu l'axe qu'on a choisi de développer dans notre fluff de campagne, c'est que malgré qu'ils soient les défenseurs de Taurinus, en réalité, les tribiens de Bukhara sont des horribles esclavagistes qui pratiquent un genre de ségrégation. Donc, je serais plutôt du côté du mal dans cette affaire. Et les Tau, alors leur but avoué n'est pas encore entièrement révélé. Hein. Il se pourrait qu'ils fassent la même chose un peu plus tard. Mais c'est ce qui va se passer. Hein. Les Tau, c'est pas non plus des gentils. Déjà, ils ont été responsables de quelques massacres de populations civiles sur Taurinus, parce que il fallait bien maîtriser la guérilla tant qu'elle n'était pas trop développée. Bon, ça s'est un peu retourné contre eux, finalement. Mais maintenant, oui, évidemment que les Bourcaires, là, se battent aux côtés des Tau en voyant en eux des libérateurs, mais c'est très possible qu'ils déchantent assez vite, parce que finalement, quand on est intégré dans le bien suprême, on n'est pas libre, on fait juste partie du bien suprême, et on fait ce qu'il faut faire pour que le bien suprême avance. Et je pense que pour les Bourcaires, ça voudra dire retourner aux mines et creuser du céluminium. Alors peut-être qu'ils mangeront un peu mieux, mais ça dépendra. Ils seront peut-être un peu mieux traités, mais c'est même pas sûr. Ouais. C'était peut-être pour nous une façon de rajouter un peu de crédibilité à notre fluff, dans le sens où, dans le monde réel, pendant les révolutions, ce sont bien souvent le bas peuple qui trinque, et il y a bien souvent pas vraiment de gentils, pas vraiment de méchants, etc. Et ça convient particulièrement bien au fleuve de 40 000 également. Tout est atroce. J'avais pas poussé le raisonnement jusqu'à ce point-là, faire une sorte d'analogie avec les révolutions, les révolutions qui sont historiques. Mais oui, mais ça, oui, en vrai, ça marche. Hein. C'est vrai que c'était peut-être un peu trop sérieux pour notre campagne. C'est vrai que on l'avait peut-être pas développé autant pendant les parties. Je l'avoue. Ouais. Mais c'est venu comme ça. Hop, et c'est très bien. Voilà, intégrons-le au fluff. C'est très bien, c'est là pour rester. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant en plus ce segment-là de l'armée de Louis et de votre fleuve commun. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a un petit peu un renversement des schémas habituels, puisque c'est l'unité, on va dire, quelque part la moins puissante, et surtout ceux au statut, on va dire, à la fois social et en même temps militaire le plus bas, qui sont peut-être les plus emblématiques de la manière dont vous vivez votre campagne, qui font le plus la particularité de l'armée de Louis et la thématique de vos engagements, quoi. En fin de compte, ces esclaves gagnés à la cause du bien suprême par la propagande Tau, c'est le truc le plus
ouais, le plus personnel et peut-être même le plus classe en fait de vos affrontements, quoi. Donc c'est vraiment super. Après, on peut Merci. peut-être expliquer comment tout ce fluff s'est agencé, enfin en tout cas pour les Bourkers, qui n'étaient pas en fait, n'existaient pas au début de notre campagne, on n'y avons pas pensé. Et j'imagine que c'est peut-être en regardant tout ce que tu faisais avec les zélotes, etc. euh, on s'est dit, mais en poussant un peu l'histoire, mais alors qui produit le celluminium, d'où il vient, en inventant ce fleuve de tribiens esclavagistes, etc. On avait réfléchi, alors ça serait peut-être une espèce de caste inférieure, les Bourkers, juste en parlant comme ça. Et une fois, lors d'une de nos dernières parties, Louis, pendant une pause, j'étais parti boire un breuvage ou autre, avait peint en secret une quarantaine de Bourkers, d'auxiliaires taux, d'humains travailleurs dans les mines de celluminium. Mhm. Et au moment où je reviens, une foule haineuse et vindicatrice de Bourkers s'apprête à assaillir mes tanks et mes fantassins très bien. Et c'était vraiment un souvenir de partie. Je, je souhaite à beaucoup de monde de, de, de pouvoir bénéficier d'une telle surprise pendant une partie. C'était vraiment excellent. Et c'est absolument génial, quoi. Tu vas te servir un rafraîchissement, et tu reviens et là, bam, quoi. Émeute Mais c'est vrai des esclaves en que colère, c'est génial. Louis, tu peux peut-être raconter, parce qu'en fait, on fait assez, on va dire pas souvent, mais de temps en temps, pendant les parties, de préparer quelque chose en secret. Ouais. Par exemple, la partie où j'avais peint plus de fantassins que prévu, peut-être Louis, Ah tu oui, veux le raconter? ouais, en fait, cette unité de Bourker, c'est aussi une vengeance de la toute première partie de la campagne, Mhm. où donc Rémi avait peint une vingtaine ou une trentaine de ces tribiens de Bourcara, et il dit ah, viens, on fait une partie, donc on va faire une sorte de. Faisons un scénario d'escarmouche avec une embuscade en fait. Voilà, une patrouille de taux se rend dans un village dans les bordures de la zone que les taux contrôlent, et là il tombe dans une embuscade. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rémi m'a tendu une embuscade IRL en fait, parce qu'au premier tour, on avait équilibré à peu près nos armées. Et Mhm. donc le premier tour se passe, tout ça, et en fait au début du deuxième tour, sortent des maisons et sortent de partout sur la table, en fait, 10 ou 15 autres tribiens que Oui, Rémi avait peint sans me le dire, en fait. Il m'avait dit, voilà, j'en ai au 20, lieu 30, d'avoir quoi, voilà. au lieu d'avoir 20, 20 fantassins classiques, j'en avais en réalité 40 avec des armes lourdes, etc., que j'avais peint en secret. C'était pas mal Et, comme et moment je suis de tombé dans jeu. l'embuscade, en fait, parce que moi j'avais que 20 guerriers de feu en face. Et du coup, j'ai gardé ça en tête, que c'était excellent comme moment, comme moment sur la table, de jeu en fait. C'était vraiment, voilà, on fait un scénario d'embuscade et il y a eu une vraie embuscade. C'est-à-dire que même moi, je ne l'ai pas vu venir ce truc-là. Hmm. Et je me suis dit, bah, quand on faisait la partie alors bien plus tard dans la campagne, quand on jouait la partie dans les raffineries, en fait, je me souviens avoir imprimé en catastrophe le matin, avant de partir à notre salle de jeu, d'avoir imprimé des bandeaux de propagande tôt, qu'on voit peut-être sur une des photos, en Mhm. fait, qui disent rejoignez l'Empire, voilà, vous faites partie de l'Empire, et on voit une main de Kroot, une main d'humain et une main de Vespide. Et je me dis, bah, tiens, si je gagne, je déploierai ces banderoles de propagande dans la raffinerie pour essayer de rallier les travailleurs à ma cause. Et, de cette idée un peu juste visuelle, en fait, pour prendre une ou deux photos, et puis pour faire aussi, voilà, pour faire aussi la blague à Rémi, un peu de déployer ces trucs à la fin, Mhm. collés avec du patafix sur les réservoirs, sur les décors, en fait, pour le faire un peu plus rager d'avoir perdu la raffinerie. Euh, de cette blague est née l'idée, en fait, de me dire, bah, je vais pousser la chose jusqu'au bout et faire une unité de ces Bourkers en secret. Euh, Ça a été plus ou moins en secret, j'ai failli lui dire, puis finalement il s'en est douté, mais j'ai réussi à le détourner
de ce truc-là, et donc voilà, de les sortir pendant une partie. Et ça a été un peu un marathon pour réussir à les finir, les 40. Voilà, autant je souhaite, comme Rémi, je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre de surprise par son adversaire. Mais je souhaite pas non plus aux gens l'angoisse de peindre 40 mecs jusqu'à la dernière minute. J'ai fait une nuit blanche pour les finir au jour J, quoi. Ça en valait largement la peine. Ouais, l'effort en valait la chandelle, si ça peut te réconforter. C'est pas facile, hein, nécessairement d'orchestrer une révolte dans la nuit. Hein. C'est pas si évident de soulever une population avant la partie du lendemain. C'est absolument génial. Hein. C'est un des trucs les plus glorieux, quand même, je tiens à vous le dire, que j'ai jamais entendu. J'avais pas remarqué d'ailleurs, tu fais bien de me le dire, que sur le drapeau de propagande, c'était une main de Vespide, une main de Croûte, du coup, et une main d'humain. Ils ont pas le même nombre de doigts, ouais. Ah ouais, effectivement, bien vu. Bien vu. Excellent. Du coup, ces Bourkers qui sont on voit peut-être pas très bien sur les photos qu'on t'a données, mais ils sont tous différents, ils sont tous convertis. Les 40, il n'y en a aucun qui est identique. C'est surtout ça qui m'a pris du temps, en fait, c'est d'allier le temps de conversion et tout ça. Là, il y a même un petit Croûte dans le lot. Pour parfaire, ouais. C'est ça, en fait, c'est ce que j'allais mentionner, c'est qu'en fait, le commandant To s'est dit que la meilleure personne pour diriger en fait cette unité, pour leur donner un semblant de sens tactique, parce que voilà, c'est des travailleurs des mines, ils savent rien faire. Donc si on les envoie sur le champ de bataille, ils vont juste courir dans tous les sens. Et donc pour leur donner un semblant de cohésion militaire et de sens tactique, le commandement To leur a assigné un Croûte en fait, qui a pu aussi leur parler et leur expliquer les vertus de rentrer dans le bien suprême et de s'allier au bien suprême, et qui a pu aussi leur enseigner un peu l'usage des armes auto, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont équipés avec de l'équipement To, une de ces Bourkers. Et donc voilà, ils sont menés par un Croûte Shaper, je crois que ça s'appelle, je sais pas en français. Un mentor Croûte, comme ça. C'est ça, un mentor Croûte et ces deux chiens de garde qui sont qui dirigent c'est la révolte en fait. Donc c'était un petit truc aussi. Ça, pour le coup, j'avais une figurine de mentor, j'aime pas trop les Croûtes. Je l'ai peinte au dernier moment en me disant bah tiens, voilà, ça me fera un sergent d'unité en gros, quoi. Ouais, parfait. Et à tout hasard, si jamais parmi les gens qui regardent cette vidéo, certains seraient intéressés à l'idée de reproduire un petit peu le même type de figurine, tu es parti sur quelle base pour les Bourkers? Alors, j'ai beaucoup cherché dans des figurines dans les gammes historiques. Et je suis tombé sur la marque GBP qui s'appelle Gripping Beast, qui est une marque anglaise, je crois, et qui font de l'historique en 28 mm. Alors ils sont un poil plus petits que le 28 Games Workshop. Enfin bon, voilà, en gros, c'est parce qu'ils sont mal nourris, les Bourkers esclaves, ils sont forcément moins bien développés et plus petits et plus maigres. Après, comparé à des figurines classiques, même des To qui sont déjà des figurines, surtout les fantassins, pas si récentes, ça fonctionne très bien. Oui, en fait, forcément, ça passe mieux avec de l'ancien Games Workshop, j'ai envie de dire, en l'occurrence du To, et en face des figurines de Talarn, finalement. Ça passe mieux au niveau échelle. C'est vrai qu'il y a une escalade de l'échelle des figurines où elles sont de plus en plus grandes et à côté d'une sœur de bataille ou même d'un humain récent, oui, la différence serait plus criante. Ce serait le vrai problème, c'est que si jamais il y avait des Cadiens ou quoi, parce qu'à côté d'un Primaris qui soit petit, finalement c'est pas grave, parce que c'est ce que l'échelle veut en fait. Primaris c'est censé être monstrueusement gros, quoi. Mais c'est vrai que j'étais content qu'il fasse pas tout petit à côté des Tribiens et des figurines de Talarn en fait. Ils font la même taille en fait.
Il y a des... Ouais, ouais. Et Quand la je faisais les référence de conversions, la référence de la boîte de cette unité, c'est... alors ça s'appelle les Arab Spearmen and Archers. C'est D'accord. vraiment... voilà, c'est des figurines qui représentent les armées d'Arabie au 15e, 14-15e siècle, les croisades, j'imagine. Euh, il y a aussi des cavaliers, je sais plus, enfin, en l'occurrence, cela était parfait pour ce que je voulais en faire. Mhm. Et surtout, ils viennent dans une boîte de 40, parce que ce que je voulais, c'est avoir une grosse masse. J'ai beaucoup cherché d'autres figurines, tout ça, et c'était à chaque fois par 10. Je me disais, 10, ça fait un peu pitié pour une révolte. Il en faut vraiment, puis, il en faut vraiment une grosse masse. Et puis, la sortie du Codex Zealot et tous les lives aussi de Planet Wargame, où à chaque fois, c'était voilà, Vincent qui parlait que de projets d'armée avec 200 figurines sur la table. Une révolte à 10, ça fera vraiment pitié. Il m'en faut beaucoup. Du coup, ça m'a poussé à augmenter à augmenter le nombre de figurines. Et, et voilà. Du coup, c'est pour ça que cette boîte est parfaite parce ils sont 40 quoi. Ouais, impeccable. Une bonne quarantaine, c'est vraiment le bon minimum où ça commence à se sentir en fait l'effet un peu de masse, légèrement. Voilà. En dessous, c'est vrai que ça fait pas le même effet, quoi. Parfait. Donc ces petits... Voilà, bon, Rémi va se chercher une petite boisson, il revient, c'est le bordel, c'est l'insurrection sur sa planète. Absolument Exactement. génial. Ça s'est mal terminé d'ailleurs pour ces Bourkers, je crois, dans cette partie, non? Oui, Ouais, la ça a été. puissance de feu Tribied a su gérer le contretemps, mais peut-être que là où les prochaines parties, le, le maintien de l'ordre ne sera pas. Enfin, on verra, nous verrons. Peut-être que l'appui feu-tôt sera suffisant. Ça sera le jeu qui en décidera. Parce qu'en fait, c'est peut-être un point dont on voulait discuter, je pense, ce soir, c'était la façon dont on construit l'enchaînement entre les parties. C'est qu'en fait, on ne prévoit pas vraiment le fluff longtemps à l'avance, etc. Par exemple, les bourkers qui n'existaient pas au début de la campagne, on construit ça, on va dire, comme un Lego petit à petit, au fur et à mesure des parties, etc. Et donc, peut-être que si dans le prochain rapport de bataille ou dans nos prochaines photos, vous verrez de nouveaux éléments de fluff encore non inventés aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est intéressant ça, parce qu'on en avait déjà un petit peu discuté en amont. Initialement, vos armées n'ont pas plus de fluff développé que ça. Rémi, toi, la motivation principale, tu avais dit que c'était parce que tu étais assez fan des figurines des années 90. Exactement. Ouais. Ces bonnes vieilles figurines en métal, voilà, de gardes impériaux. T'as toujours aimé ça. Si tu veux développer, d'ailleurs, derrière, te prive pas. Ouais, moi j'ai toujours été, très fan. Enfin, j'imagine que c'est la nostalgie qui parle, mais des photos qu'on pouvait trouver dans le livre de V3 que j'ai vu jeune ado, enfant, quoi, et qui depuis me hante quasiment. Et j'ai en fait presque toutes les armées que j'entreprends ces dernières années, depuis que j'ai recommencé à peindre, sont souvent, d'une manière ou d'une autre, une tentative de recréer ces illustrations avec des vieilles figurines, des décors attitrés, etc. Un espèce d'aspect fait maison que j'aime beaucoup. Et toi, Louis, à la base, tes motivations réelles sur cette armée, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, ça, on les connaît pas vraiment, mais Non, ouais. on t'écoute. Moi, c'est mon armée de reprise du hobby en fait, que j'ai commencé. Je crois que c'était vraiment en fin de V7. En fait, quand Rémi, c'est assez drôle, je connais Rémi depuis assez longtemps, et on s'est rendu compte qu'on avait joué beaucoup au Warhammer tous les deux pendant notre adolescence quand on se connaissait pas. On s'en est rendu compte très longtemps après être devenus amis. Et, euh, et en fait, quand Rémi s'y est remis, bah, je me suis dit, bah, allez, je me relance là-dedans. Et moi, les Tau, c'est une armée qui m'avait fait de l'œil quand elles étaient sorties la première fois. Voilà, parce que
la figurine du Devilfish, les Guerrietto qui avaient un style aussi particulier par rapport au reste des armées à ce moment-là. Je me rappelle avoir beaucoup regardé les White Dwarfs à l'époque. Et je me suis dit, mon armée de cœur historique, c'est les Eldar. Mais le traitement qu'en était fait dans la V7, tout ça, j'avais eu du mal à me replonger dans ça, peut-être parce que j'étais déjà trop familier avec. Tout ça, je me suis dit, je vais recommencer sur quelque chose que je connais pas bien. Je connaissais pas bien l'histoire des taux, tout ça, donc et je connaissais pas bien la manière de les jouer non plus. Donc c'est une armée de reprise vraiment que Et j'ai. si je peux Ouais. ajouter quelque chose, j'ai l'impression aussi que tu as choisi les taux, que c'est aussi en lien à ta manière de jouer, où tu cherches tout le temps à faire la bonne combinaison d'optimisation de telle unité avec telle unité, et je pense qu'il est très commune à la façon de, enfin commune à des joueurs taux, j'ai l'impression en tout cas, et la façon de jouer les taux veut un peu ça, où il faut bien réfléchir en amont ce qu'on veut faire, etc. Ou pour un joueur plus comme moi, garde impériale, où il s'agit juste d'aligner plus de figurines que son adversaire et advienne que pourra. Ouais, alors j'aime pas, enfin pas optimiser les listes, tout ça, mais c'est vrai que le côté qui m'avait séduit aussi dans le Codex Tau quand j'avais revu un peu avant de me choisir une armée, c'était le côté que voilà, il y avait des unités auxquelles on pouvait changer les armes en fonction de différents rôles tactiques. On pouvait vraiment avoir avec une seule armée, avoir beaucoup de manières de la jouer en fait au fur et à mesure des parties, en fonction de l'adversaire, en fonction de la situation, en fonction de ce qu'on veut faire à une unité. Et je trouvais ça assez intéressant en effet. Ouais. Ouais, après de dire que c'est de chercher tous les combos, tout ça. Oui, non, ce qui est intéressant dans les taux, c'est qu'il faut beaucoup les faire combiner. Les unités en elles-mêmes sont pas très très fortes, mais quand on arrive à bien les combiner, à les faire attaquer au bon endroit, au bon moment, en coordination, ouais, ça devient très fort. Mais bon, ça ne marche pas tous les jours. Je suis pas non plus un super général. Bon. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté-là aussi qui m'avait intéressé dans cette armée, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, on comprend que c'est des motivations essentiellement de modélisme à la base. Voilà, craquer sur une esthétique, un petit peu un style de jeu, accessoirement. Mais ça s'arrête là. Et finalement, l'histoire de vos deux armées respectives s'écrit un peu au fur et à mesure des parties. C'est ça que tu disais tout à l'heure, Rémi. Ouais, exactement, dans le sens où on a commencé cette campagne, donc pour notre cas, un petit peu avant le début de Vénéxian 2. Et c'était juste, on est sur une planète désertique, il y a une insurrection, et pas beaucoup plus. Et en fait, au fur et à mesure qu'on rajoutait des unités avec le résultat des batailles, tel héros, tel personnage était blessé ou mort ou subissait un traumatisme, etc., on venait de rajouter du fluff par couches successives, on va dire, pour créer quelque chose qui nous plaît de plus en plus et de plus en plus intéressant selon nous, hein. Et pour arriver à la fin à quelque chose avec une société un peu, c'est pas non plus une encyclopédie, mais avec un système de caste, une invasion qui recrute des auxiliaires, etc., des lieux de culte qu'il faut reprendre, un minerai stratégique pour le maintien du secteur vénétien. Et tout ça, c'est venu petit à petit, partie après partie, parce qu'on se demande toujours, en fait, avant chaque partie, quel est l'enjeu cette fois-ci? Est-ce qu'on s'est rendu compte que les parties, en fait, où juste on ramène nos armées en disant c'est celui qui bat l'armée de l'autre à gagner, sont toujours un peu moins intéressantes. C'est les parties où il y a vraiment un enjeu tactique, dans le sens au jeu pur, il faut prendre tel et tel objectif, c'est toujours intéressant, mais c'est beaucoup plus intéressant quand il y a un enjeu émotionnel, quoi. Est-ce que la mine de Celluminium va tenir? Est-ce que la raffinerie va pouvoir se maintenir? Et si c'est pas le cas, la rébellion est perdue peut-être. Et ça rend les parties beaucoup plus intéressantes et plus, quel est le terme, dans le sens où on rentre beaucoup plus dans immersive, c'est le mot que j'ai cherché. Bah, je peux que plus soyer vraiment dans ce sens-là, parce que moi,
si on me demande mon avis personnel, c'est la manière la plus amusante, en fait, de jouer, et de très loin. Chacun trouve midi à sa porte, évidemment, mais faut absolument essayer ça au moins une fois dans sa vie, je pense, comme manière de jouer à Warhammer, parce que il se pourrait qu'il n'y ait pas de retour en arrière, quoi. Pour nous, ça a été le cas, à vrai dire. Et à ce titre, pour plus d'informations peut-être dans cette direction-là, j'invite les spectateurs éventuellement à aller voir la vidéo. Alors comment je l'avais nommée, Organisez votre campagne, épisode 1. Organisez votre campagne, premier épisode, qui couvre les différents types de campagnes, mais surtout pour en arriver à la conclusion que ce que je recommande vraiment d'essayer, au moins une fois, et qui, à mon avis, sont de très loin les meilleurs types de campagnes, c'est ce que j'ai nommé, faute de meilleur nom, les campagnes ouvertes. C'est-à-dire, on prévoit un premier scénario, c'est tout. Et ça peut être un scénario de jeu égal, tout à fait lambda. Hein. Puis, après cette première bataille, naturellement, il y a toutes les chances que découle un deuxième scénario, mais il vient tout seul en fin de compte. Il est dicté, entre guillemets, par la première bataille. Le résultat de la première bataille va sembler indiquer, suggérer un second scénario qui vous viendra naturellement parce que, selon le résultat de la première, qui a accompli l'objectif, qui a échoué, dans quelles conditions, quelles unités se sont faites remarquer. Et puis alors la meilleure partie encore au-delà de ça, où chaque scénario s'écrit un petit peu naturellement les uns après les autres. Ce que je préfère et de loin, c'est que les unités acquièrent une valeur affective très particulière au fil de ces parties, puisque comment dirais-je, un exemple, ce sera plus parlant peut-être. Mettons que vous perdiez partie après partie, mais vous avez un char particulier, alors un Lehman Russ ou un Hammerhead pour les taux, qui lui vous épate toujours, quoi. Vous et votre adversaire. C'est à chaque fois c'est l'unité qui occasionne les retournements de situation les plus remarquables, etc. Donc ce char là, dont vous, comment dirais-je, dans votre manière de le jouer même. Au sein des parties, vous allez les jouer peut-être souvent de manière très téméraire, et à chaque fois c'est payant en fait. À défaut de sauver nécessairement la partie, il sauve au moins l'honneur à chaque fois. Et au bout de, je sais pas, 4, 5, 10 parties comme ça, quand vous décidez de faire de ce char un tank commandeur là, pour la garde impériale, ou un Kuntaz, comment il s'appelle déjà, Long Strike, c'est ça pour les taux, ouais. Ça prend une autre dimension, quoi. Plutôt que de l'avoir sélectionné dans le codex, je vais prendre un tank commandeur Punisher, ou je vais prendre Long Strike lui-même parce que voilà, ses stats sont intéressantes. Là, au bout de 5-10 parties, vous avez vraiment mérité le fait de faire passer l'équipage de ce char-là en héros mode, entre guillemets. D'activer d'activer son limit break, de le faire passer à ce rang-là, puisque ça correspond réellement à ce qui s'est passé en fait dans les parties, quoi. C'est un statut mérité, et votre Kuntaz de chef de char Long Strike, il sera beaucoup plus parlant forcément quand vous avez bâti en fait son histoire et sa réputation sur la table de jeu, plutôt que sélectionné dans le codex, quoi. Donc voilà, c'est jamais qu'un exemple de ce qui peut se passer, là en l'occurrence avec des chars, mais c'est tellement engageant, tellement amusant en fait avec ses adversaires, c'est génial, quoi. Je peux peut-être ajouter un autre point, Louis, peut-être que tu vas en parler aussi. Nous, ce qu'on faisait par exemple après la blessure d'un personnage, ou après un acte héroïque d'un personnage, ou après la simili-mort d'un personnage, ou quelque chose de ce type-là, on avait une phase de discussion entre les parties. Donc c'était parfois, par exemple, dans les transports en commun, après la partie, on essayait d'intégrer une dimension roleplay dans la façon de jouer tel personnage. Par exemple,
un personnage a subi un feu d'artillerie si puissant pendant la partie, qu'il a été tué dans le jeu, mais il n'est pas vraiment mort, quoi. On a jeté les dés et ce n'est pas la mort qui en est sortie, qu'il en est traumatisé et il est devenu peureux. Alors on devra adopter un style de jeu peureux avec ce jeu, ou le contraire, il a commis une action où il est le feu d'artillerie l'a rendu fou et il est devenu fougueux et il est devenu très agressif et il devra. Je sais pas si on avait d'autres exemples. Un personnage était devenu aveugle, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça rajoute beaucoup de, comment dire, d'affect aux personnages qu'on va jouer, parce qu'on les construit petit à petit et quand ils meurent, on est vraiment touché, quoi. On veut pas qu'ils meurent, j'imagine pour les gens qui jouent à des jeux de rôle, etc. On cherche vraiment à sauvegarder ces personnages, quoi. Ouais, ouais. Absolument génial, ouais. Autant de raisons de plus d'essayer de jouer comme ça. Surtout que, et ça c'est... Bon, après on conclut peut-être sur le volet jeu, sauf si vous voulez ajouter des choses. Surtout que c'est le style, on va dire, enfin la manière de jouer la plus engageante, immersive, amusante que je connaisse. Je pense que vous aussi du coup. Mais c'est aussi la plus simple en fait, par rapport à organiser une campagne très alambiquée, avec plein d'arborescences, de scénarios, de choix, de cartes, etc. etc. quoi. Là, on a deux armées qui n'ont pas de fluff, qui nous plaisent juste, on les a faites pour ça. On y va, quoi. C'est parti. L'engagement commence maintenant et ça va se dérouler devant nous. Et cette histoire, elle prend du corps vraiment au fil des batailles qui s'enchaînent, quoi. Et les scénarios viennent tout seuls, en plus. Donc c'est non seulement le plus amusant, mais c'est le plus simple, en fait, en réalité, à faire. Mm. D'après tout ce que j'ai pu essayer, moi, c'est ce que j'en retiens, quoi. Donc voilà. C'est vrai quand. Ah, vas-y. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est que nous non plus on n'avait pas énormément d'expérience des campagnes narratives comme ça. Mais moi particulièrement mon Armeto, comme je disais au début, finalement j'avais peu d'affect pour elle au début de cette campagne. J'avais un affect en termes de modélisme, c'est-à-dire que j'étais content des figurines, j'étais content de ce que j'avais. Voilà, je crois que c'est aussi la première armée que je fais, que je finis en gros, que c'est la première fois que j'ai une vraie armée jouable, entièrement peinte, entièrement soclée, tout ça. Donc de ce côté-là, j'étais très très satisfait. Mais bon, je ne savais pas trop qui étaient mes commandants, je savais pas trop qui était euh, mon commandant Fireblade, tout ça. Je savais pas très bien, j'avais pas pensé plus que ça. Et en fait, c'est vraiment de jouer cette campagne qui m'a lancé dans essayer de comprendre qui étaient ces personnages aussi dans mon armée. Et d'en faire quelque chose en fait qui soit à la fois intéressant pour moi, intéressant pour le joueur avec qui je joue. Et ça, ce fluff-là, ben là maintenant c'est ancré, il va rester. C'est voilà, mes deux commandants, mes deux commandants, c'est des frères, machin, tout ça. Et ça s'est créé dans la campagne en fait. Et, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que aussi j'engage les joueurs à essayer. C'est que en fait, ça ne demande rien vraiment. C'est comme tu disais, Vincent, ça demande juste un petit peu d'engagement au départ. Et en fait, c'est tout de suite extrêmement satisfaisant. Et il n'y a pas besoin d'écrire 15 pages de texte à chaque fois. Ça peut juste être quelque chose qu'on se dit entre nous et dont on se rappellera. Et beaucoup de ces blessures de campagne, tout ça, c'est des choses qu'on rigolait sur le moment. Tout ça, en jeu, on peut aussi très bien oublier les effets parfois. Le commandant, celui qui est aveugle, là, une fois sur deux, on oublie qu'il est aveugle. Hein. Enfin, mais c'est pas très grave. On sait que dans notre histoire, il est aveugle, il a perdu l'usage des yeux. Et ça, vraiment, c'est en fait, ouais, c'est ce que j'ai appris moi aussi avec cette campagne-là, c'est que ça devient plus que du jeu, en fait, et que ces figurines, maintenant, on y est attaché parce qu'on leur a créé une histoire ensemble. Et que ça va même au-delà du jeu, comme disait Rémi, dans les transports en commun, on en discute, et puis dans les semaines avant les parties aussi, quand on discute du prochain scénario, il y a
on est beaucoup plus investi que de se dire bon bah tiens demain on fait le scénario X avec déploiement Y et on verra bien ce qui se passera. Il y a toute une partie de troll, de taunt, on se charrie, on s'envoie des trucs, des messages. Moi ça m'arrive parfois d'envoyer des messages en tant que représentant le commandement taux, vraiment en disant là, en me moquant de l'armée de Rémi, et lui il me renvoie l'appareil, voilà. Et ça devient plus que du jeu en fait. Ouais, c'est une partie, je pense, du développement de la campagne qui est. C'est pas le jeu, c'est pas la partie elle-même, mais c'est, selon moi, quand même une des parties très amusantes de faire une campagne, c'est cette partie entre les parties, du coup, qui pour nous peut durer un mois et demi, parce qu'on joue pas tous les week-ends non plus. Et on va se parler sur messagerie, se dire ah, ce morceau de fluff, qu'est-ce que t'en penses et tout ça, et qui est super importante en fait pour développer une histoire intéressante qui nous plaît, etc. Et que vraiment j'invite les groupes de joueurs à fonctionner comme ça si cette façon de voir les choses leur plaît. Bah c'est magnifique, ouais. C'est magnifique. Là on est au cœur du sujet et du message de notre chaîne hein, finalement. Le jeu narratif c'est ça quoi. C'est plus que rédiger 40 pages de fluff sous Word pour son armée, que peu de gens liront d'ailleurs, et jouer des parties très classiques. En fait, ce qui est juste un exercice de rédaction, se faire écrivain quoi. En fait, c'est écrire. C'est le plaisir d'écrire, mais c'est pas le plaisir de faire des parties narratives. Faire des parties narratives, c'est ça. Et c'est pas compliqué. C'est simple. C'est selon vos modalités, ce que vous aimez. Et c'est juste absolument glorieux, quoi. Voilà, c'est de loin ce qu'il y a de plus amusant comme manière de jouer. C'est vrai que, et pour conclure là-dessus, il y a néanmoins une contrainte où ça, bah oui, il faut composer avec. Ça nécessite de jouer souvent avec le ou les mêmes joueurs. Sinon, ça tient pas la route en fait. C'est pas possible. Enfin, c'est très difficile. Si on joue avec une personne différente tous les week-ends, ça Ouais, prend pas de réalité tangible en fait selon tout ça. Oui, bien sûr. Et Selon j'allais moi, juste ça nous rajouter donne. Pardon. un dernier truc je pensais à ça en fait. Plusieurs fois, moi, j'ai essayé d'écrire aussi du fluff en disant là, il y a quand même, j'avais des idées très précises de scénarios à écrire, tout ça, et en fait, en me lançant dans l'écriture, je me dis en fait, non, mais déjà, ça n'intéressera personne, et même moi, ça m'intéresse pas, et puis en plus, ça enlève de le poser, de l'écrire dans un fichier Word, même de raconter une bataille dans un fichier Word de manière très précise. En fait, ça enlève une partie que moi j'apprécie de plus en plus, c'est que en fait, ces batailles, cette campagne devient une légende au fur et à mesure que le temps passe. Et quand nous, on sera passé à d'autres armées, dans une autre campagne, à recréer une nouvelle histoire, et qu'on se repenchera parfois, si on retombera sur des photos d'une bataille ou en regardant les figurines dans une vitrine, on se dit, maintenant, c'était qui lui déjà? Ah oui, c'est ça, il lui était arrivé quoi? Ah oui, c'est ça, il était devenu aveugle et machin, et lui, ah oui, et en fait, ça crée une légende, en fait, et ça devient la campagne en elle-même passe à ce statut-là, et je pense que c'est encore plus intéressant que d'avoir tout écrit, bien consigné dans des archives très précises. En fait, j'engagerais presque les gens à ne pas écrire et à laisser les choses se développer aussi et mûrir dans l'imaginaire, même une fois que c'est joué, quoi. On est d'accord, ouais. Magnifique. Si on passait un petit peu au modélisme, qui est normalement l'objet principal de ces vidéos, mais cette digression n'était pas pour me déplaire du tout. Donc, niveau modélisme, bon, pour l'essentiel, on est sur un corps d'armée qui parle de lui-même. Je veux dire, c'est du Talarn pour Rémi, c'est du Tau pour Louis. Peut-être à tout hasard, si certains veulent reproduire les teintes qu'ils voient à l'écran, on peut vous demander votre couleur principale, la couleur de l'uniforme des tribiens de Bukhara, et la couleur de ton cadre de chasteau. Rémi. Pour les tribiens, je
je me souviens pas exactement du nom de la référence. Si ça intéresse quelqu'un, qu'il le mette dans le commentaire ou sur Facebook, j'essaierai de répondre. Il s'agit d'une référence de beige éclairci avec une référence d'ivoire de la gamme Valero, peinture espagnole. Et il y a quand même quelques conversions ici et là. Par exemple, mes unités de Ratling qui sont elles aussi dénigrées par les tribiens de Bukhara, mais moins que les Bourkers, sont des Ratling classiques, mais convertis avec des têtes enturbanées de garde venant d'une gamme alternative. Et c'est la même chose pour quelques personnages, mais rien d'extraordinaire en termes de conversion. La plupart des figurines sont classiques, avec quelques conversions ici ou là. D'accord, parfait. Et pour Louis, là, ton bleu bien électrique, moi, là, c'est... Alors ça tombe bien, je suis à mon bureau de modélisme, là je l'ai sous la main. C'est le Medium Blue de chez Valero Model Color, qui est éclairci avec, qui est éclairci et assombri avec des bleus, qui sont assez proches. J'ai pas et le gris, je sais par contre le gris, je sais plus ce que c'est. C'est une sorte de bleach bone, mais de chez Valero aussi. Mais c'est pas la couleur os officielle de Valero, c'est une autre. Ça, je sais plus où elle est. Je sais plus où je l'ai rangée par contre. Alors, mais j'ai c'est pareil trouvé aussi. la référence de kaki, de ocre, c'est le Kaki Grey 70-880 de chez Model Color Valero. Voilà, pour la couleur principale. D'accord. Impeccable. Impeccable. Et pour pour l'étau, sinon, moi, j'ai pas non plus énormément de conversion. J'ai pas les figurines sous les yeux, mais de tête, j'ai changé quelques poses par rapport au kit de base, notamment de mes deux commandants, il y en a un qui est agenouillé. Mais sinon, j'ai pas énormément de conversion à proprement parler. Il y aura des conversions pour le prochain scénario, mais je peux pas en parler. C'est une surprise. Mais il y aura des nouvelles choses sur la table. Les dernières figurines de cette armée là, arriveront sur la table à la prochaine partie. Des figurines que j'avais jamais prévu de peindre, mais qui la campagne a fait que je vais les intégrer du coup. Et sinon, le vrai travail de modélisme, c'est sur les Bourkers, mais on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Combinaison de figurines classiques avec du Rabio, et beaucoup de Rabio Gene Stealer Cult, parce que vraiment c'est une super source de Rabio, les équipements de mine, les mitraillettes, tout ça. Ça m'a permis. Rémi a fait une armée de Gene Stealer Cult il y a quelques années, donc j'ai pioché dans ses Rabio, et sans qu'il le sache. Du coup, ça m'a permis de monter ça. Et ouais, c'est aussi, je pensais à ça pour les Zélotes d'ailleurs, parce que je pense que c'est aussi une très bonne gamme pour aller chercher du Rabio pour les gens qui sont des armées Zélotes, et que je vois pas trop mentionner. Bizarrement, j'entends beaucoup de gens parler de cultistes, des films de Necromunda, mais je pense qu'il y a énormément de choses à prendre aussi chez les Zélotes, et chez le Gene Stealer Cult. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est vrai. Bon, beaucoup de rabios intéressants dans ces boîtes-là. Parfois une main un peu chelou, mais bon, ça se coupe, ça se bidouille assez facilement. Et du coup, je pense que c'est une bonne gamme. Ouais. Et c'est le vrai seul travail de modélisme un peu original sur mon armée tout, je dirais, comme ça, de tête. Eh bien, parfait. Voyons voir. On a parlé de modélisme, on a parlé de jeu, beaucoup aussi, d'inspiration pour ces armées, etc. Est-ce qu'il y a un autre volet sur lequel vous vouliez revenir ou qu'on aurait occulté? Ah oui, pour ma part, je parle des pense que photos. c'est bon. Oui, Les photos, bon point. c'est important. Ah oui, Les les photos elles-mêmes, ouais. Ça pourrait être intéressant, ça.
Ouais, on avait parlé on a dit qu'on pourrait évoquer ça. Et en effet, les photos, c'est quelque chose aussi qu'on a essayé de travailler pour, euh, pour faire ouais, de la photo de qualité white dwarf, entre guillemets, en fait, et d'avoir en fait un fond où on voit pas ce qui se passe derrière la table, en fait. Mhm. On a poussé, voilà, il y a pas de dés sur la table, pas de trucs objectifs sur la table, pas de canettes de bière, et pas de fond, en fait, parce que ça renforce l'immersion. Voilà, ça permet que le regard n'est pas attiré vers quelque chose d'autre. Et ça, moi, je suis assez nul en trucs de photo, mais pourtant, ça prend en fait très peu de temps à faire. Et sur Photoshop ou GIMP, truc gratuit, quoi, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Et j'engage les gens qui voudraient. Enfin, je pense que c'est une bonne idée pour les gens qui voudraient rendre leurs photos plus immersives, euh, de se tester à ça. C'est- Moi, j'ai fait ça vraiment en 5 minutes sans rien connaître avant. C'est vraiment juste sélectionner les couleurs qui sont dans le fond et les remplacer par quelque chose d'autre, quoi. Et c'est pas très très dur et ça. Ouais, c'est vrai que même les premiers fonds qu'on avait fait, on l'avait fait avec des applications sur téléphone gratuites Ouais, 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 juste en à moins de 3 l'arrache. minutes. Même si ouais, ça sera un peu mieux fait avec GIMP ou Photoshop, même avec un téléphone classique, il y a plein d'applications qui font ça et c'est pas compliqué, quoi. Ouais, ouais, on pourrait peut-être creuser un petit peu ce sujet des photos d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que beaucoup de participants à la campagne Venetian Sector d'une part, mais de joueurs en général peinent à faire de belles photos de leur bataille, quoi. C'est très rare, à vrai dire. Alors, bon, ça tient à plusieurs choses, l'éclairage, l'appareil avec lequel on prend la photo évidemment, et enfin, après il y a les choix esthétiques, hein, la composition, et des astuces comme détourer le fond effectivement de la table, l'arrière-plan, qui ajoute beaucoup, et comme vous l'avez dit, ça peut être assez simple. Euh, je vais vous poser quelques questions là-dessus. Là. D'abord, c'est pris sur quel appareil ou téléphone ça? C'est sur un Huawei Mate 9, qui est un téléphone haut de gamme d'il y a 3 ans. Du D'accord. coup, téléphone moyenne gamme d'aujourd'hui. Ouais. Donc Donc, on n'est pas c'est forcément sur une un machine de genre. guerre. Oh, Voilà, c'est bon. non, non, c'est Donc, un bon appareil photo, mais qu'on trouve comme on trouve sur tous les Samsung, ouais. iPhone, etc. Donc un smartphone, bon, ni plus ni moins, Mm. très bien. Pas forcément dernier cri. Niveau éclairage, vous avez peut-être des conditions assez optimales, non, dans votre salle de jeu quand même. Bah, en fait, bof, hein. Moi, Ouais. l'éclairage, c'est un néon au-dessus de la table, en fait. Alors, on a la chance d'avoir un peu de plafond et d'avoir plusieurs néons à côté les uns des autres. Du coup, ça fait que c'est pas juste une lumière vraiment zénitale, il y en a un peu qui vient des côtés. Mhm. Et ouais, c'est une pièce très Ce sont lumineuse. les mêmes néons que dans votre salle de SVT, normalement. C'est à D'accord. peu près le même modèle. Le néon standard. Voilà. Mais tu vois, ça réfléchit un peu quand même sur les tapis. En plus, là, on joue pas sur un tapis vraiment mousse. C'est plus un truc imprimé sur une table en bois. Donc ça réfléchit pas mal parce que c'est un peu plastifié. Mhm. Donc il y a quand même des raies de lumière, tout ça qu'on voit par exemple, qui sont un peu. Il faut essayer d'éviter au maximum. Mais bon, c'est pas la lumière la plus optimale, mais bon, ça fait l'affaire. C'est lumineux, quoi. Ouais, ouais. Donc pas forcément ouais, très compliqué finalement. Bon, faut quand même Après, une bonne luminosité, voilà, mais après, smartphone, on fait la composition la plus harmonieuse possible, on pense à virer hein, tout ce qui est parasite sur la table, quoi. Dés, canettes de bière. Ouais, c'est le. et, et même si on n'y pense pas, il y a plusieurs des photos que je t'ai envoyées où j'ai effacé les dés. Il y avait des dés qui traînaient, un dé qui traînait au milieu du truc, ou qu'on voyait dans le fond, dans le flou de la photo, comme voilà, il est resté un truc, un dé rouge, quoi. Bon, en fait, ça s'enlève pareil sur Photoshop hyper facilement en fait.
peut juste sélectionner autour du dé et le remplacer par un élément de la table qui est à côté en fait. Photoshop permet de faire ça Oui, et tout à fait. ça se fond dans le décor du coup, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est un... ouais. Bon, après, c'est Même quand même si, c'est un animal à dompter, quand même, un peu Photoshop, mine de rien, pour quelqu'un qui veut pas s'y investir, on va dire, vraiment tant que ça. Bon, à la rigueur, le plus simple, c'est Ouais, vraiment de mais penser à bien les virer, quoi. Penser à bien enlever Oui, les bien sûr. dés, ouais. les marqueurs disgracieux, voilà, trucs de point de vie ou choses comme ça. Parce que vous voyez les photos à l'écran, bon, tout de suite, c'est vrai que ça a une autre allure que la photo prise à la va-vite pendant la partie. Et c'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué à faire. Puis ça fait des souvenirs mémorables comme ça. Mm. Magnifique. Bon, même si personnellement j'ai un petit regret d'après tout ce que vous me dites, c'est qu'avec le détourage, j'aurais bien aimé avoir la photo où Rémi à l'arrière-plan recrache son orangina en voyant les burkers débarquer par surprise sur la table. Cette photo n'existe pas. L'émotion était trop forte pour prendre des photos. Ouais, on n'a pas pensé à prendre Il y a des eu- photos à ce moment-là. C'est une photo qui a été prise un quart d'heure après. Donc, après une accolade, après s'être assis, après avoir regardé les figurines une par une. Mais C'était un dernier conseil que je dirais pour des photos surtout, c'est d'en prendre énormément en fait. Parce que sur le coup, pendant la bataille, parfois on pense à en prendre une ou deux. Mais ça, c'est ce que vous avez dû voir aussi avec Tim pour les Minetti ou n'importe qui veut un peu illustrer sa bataille. Il faut prendre des photos tout le temps en fait. Et la bonne composition, le bon cadre. Moi, je pense que souvent, si on n'a pas l'œil, parce que nous on n'est pas professionnels, en fait, ça arrive par chance dans la masse des photos. C'est tiens, bah là ça marche bien, et puis y a pas trop, on voit pas trop sur les côtés, l'angle est pas mal, la lumière est bien, nickel, on va garder celle-là. Il y a un peu de travail après de dérochage quoi. Je pense qu'on fait entre 20 et 30 photos par partie en général. en plus, hein, plus. Ouais, tu crois? J'aime bien une cinquantaine à chaque fois. Donc, voilà, ça c'est un truc, il faut pas hésiter à prendre plein de photos. Et, même si au final, moi j'en vire la moitié après, parce qu'il y en a plein qui se ressemblent énormément, qui sont prises presque au même endroit, tout ça. Mais c'est toujours mieux d'en avoir plus, parce que vous n'allez pas rejouer la partie après pour refaire des photos, quoi. 100% d'accord avec ça, oui, effectivement. À défaut d'avoir un talent inné ou bien travaillé pour faire de belles compositions, faut spammer les photos. Voilà, dans le doute, il y en aura une qui rendra bien, ouais, clairement. Tout à fait d'accord avec ça. C'est le moment ou jamais, les gars. Si vous voulez ajouter une dernière pensée par rapport à vos armées, vos projets en cours, etc., n'hésitez pas. Je fais une dernière remarque sur les photos. Il y a un petit trick aussi qui va rendre le truc très immersif, c'est d'avoir plusieurs plans dans la photo. Donc de ne pas hésiter à prendre des figurines d'assez près et à faire le point sur les figurines les plus proches. Et ça mettra toutes les figurines dans le fond, dans un flou un peu comme si on voyait le champ de bataille depuis les yeux d'un soldat, en fait, ce qui est loin, on ne le comprend pas très bien. Et ça donne aussi un côté très immersif. Si en plus on détourne le fond, parce qu'il y a tout au fond du flou, généralement c'est un mur. Donc si en plus vous détourez ça donne vraiment un cachet à la photo, d'avoir vraiment deux plans très très marqués, un très net au premier plan et le reste en flou. Où on devine des figurines, on devine une bataille. Ça, je pense que c'est aussi un truc assez simple à faire. Surtout avec les smartphones maintenant, il suffit de cliquer là ou refaire le point et ça le fait tout seul, quoi. Rémi, autre chose comme dernière remarque. Faire des décors en lien avec la campagne, c'est un peu ce qu'on a fait. Bon, c'est pas un peu, c'est ce qu'on a beaucoup fait pour la campagne. Et c'est super sympa, quoi. C'est en fait faire des décors en fonction des prochains scénarios. En fait, on se dit, on a besoin d'attaquer une ziggourate, une raffinerie. Alors, ça peut être soit dans un ordre, soit dans l'autre. C'est-à-dire, soit vous trouvez d'abord le matériel des décors chez vous, vous trouvez des vieilles bouteilles, des vieux pots de confiture, enfin peu importe.
et vous dites: «Ah, je pourrais faire un décor sympa, du coup, je vais faire un scénario en lien avec les décors que je peux construire». Ou le contraire, je dis: «J'ai besoin d'une ziggourate, alors comment faire? J'ai besoin de polystyrène» et cetera. Et dans les 2 cas, c'est une expérience sympa, quoi. Heu, Ouais, D'avoir les décors qui vont bien avec le tapis, l'armée, le fluff et cetera. Ça rend la partie, sans doute, plusieurs fois meilleure. Hmm. Ouais, 100% d'accord avec ça, effectivement, encore une fois. Bah écoutez les gars, c'était parfait. Point info sur la campagne au passage, hein, vous avez peut-être pu le deviner si vous êtes attentif au score par planète à la fin des vidéos de Chronique Vénétienne. Mais là, ça se profile, on va dire, très mal pour Taurinius. Hein. Enfin, ou très bien, suprêmement bien même, suivant votre point de vue. Mais les impériaux, là, bon, ça, on va voir le dénouement de tout ça. Mais il serait pas très étonnant que... Un sursaut tactique, Ah, on sait un jamais. sursaut de génie n'est pas exclu, On mais sait jamais. C'est ma à ma qui ma peindra le tactique, plus, a priori. ma tactique habituelle d'essayer d'avoir plus de personnages, je sais pas si elle fonctionnera cette fois-ci. De ramener des tanks en surprise, et cetera, de renvoyer des vagues supplémentaires de gardes. Ça marche pas à tous les coups. je crois que j'ai vérifié, t'es arrivé à court de figurines normalement. Tu veux pas me refaire le coup, t'en as plus à peindre. J'en ai Ouais. encore une petite fournée, mais après ça sera la fin. Pourtant, ouais, ça se trouve pas facilement, mais t'arrives à en sortir à chaque fois. Ah, Mais, ouais. Mais le haut commandemento a prévu le coup, je te rassure. très bien. Ouais, bon, et ben la réponse dans quelques semaines, Quelques à semaines. peine. Mais bon, oui, Taurinus pourrait bien basculer, voilà, peut-être, et être une enclave tau au sein du secteur vénétien. Bon, enfin. Les gars, c'était un vrai plaisir, magnifique. Voilà, tout ce que vous nous avez proposé visuellement, superbe. Et bah, ma foi, que dire, si ce n'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, côté approche du jeu. Voilà. Donc, magnifique, ça m'a réjoui de voir tout ça. Excellent. En souhaitant que ça continue sur d'aussi bons rails et qu'on connaisse bientôt le dénouement là, de cette fameuse cette invasion tôt sur Taurinus. C'est juste glorieux, quoi. Merci Je vous dis à très beaucoup, bientôt. Ouais, bah, merci, et puis merci aussi à vous d'avoir fourni un contexte plus large qui nous a aussi inspiré pour inscrire notre campagne dans nous, on joue dans un petit coin du Vénétien, du secteur vénétien, mais c'est aussi grâce à vous qu'il y a tout ce truc qui se passe autour, qui donne aussi de la profondeur à la campagne. Donc merci à vous aussi d'organiser cette campagne. Et merci de nous avoir invités pour en discuter. Et ben c'est parfait. Ouais, merci pour l'invitation. Et le vernis mat PBO, très bon. J'ai utilisé. Merci Vincent. Ah. Excellent. À bientôt les gars. Ciao. Salut. Salut.